La lutte contre l'exclusion financière, ça c'est l'objectif des associations qui constituent la fédération. Le rôle de la fédération, même il y a 10 ans comme aujourd'hui, est de servir de liant au travail des associations, éventuellement de servir de porte-parole aux associations, de telle manière à ce qu'elles puissent exprimer, si vous voulez, leurs revendications parfois, de servir également de lieu de rencontre pour les associations pour qu'elles puissent mettre sur la table leurs divergences. Vous savez qu'il y a pu y avoir ici ou là des divergences sur le déploiement territorial, sur la prise de part de marché, sur l'endettement croisé. Donc la FNAM est un lieu de convivialité, un lieu d'échange d'expériences et laissons à chacun jouer le rôle qu'il doit jouer. Les associations ont déjà les mains bien pleines avec le rôle que vous venez de dire. La FNAM est une fédération, ce n'est pas un acteur. Nous n'avons plus de crise de remboursement parce que c'est un travail justement sur les 10 dernières années qui a consisté à analyser les causes du non-remboursement et à définir, si vous voulez, les modalités pratiques pour qu'un agriculteur puisse faire face à ces échéances. Pour cela, le concept ancien du crédit de campagne simpliste, où je débourse une fois et j'espère être remboursé quelques mois plus tard, est dépassé. La nouvelle approche, c'est de segmenter la clientèle entre celle qui est bancable et bancarisable et qui est déjà presque à 100% cliente du crédit agricole. Celle-là, on travaille avec elle comme une banque normale et avec les mêmes exigences qu'une banque normale et nous avons des résultats tout à fait en ligne avec les taux de remboursement normaux d'une banque. Le deuxième segment, c'est ceux qui sont du ressort du microcrédit pour lesquels nous avons développé l'approche par le microcrédit car c'est des micro-exploitations qui ont besoin d'une proximité beaucoup plus importante. Vous savez qu'une banque peut travailler dans une même agence sur plusieurs milliers ou dizaines de milliers de clients. Le microcrédit, c'est 300 ou 400 clients par agent. Et donc, une approche de proximité et beaucoup plus de compréhension concrète de ce qui se passe au quotidien. Et puis, un stock de clients qui sont ni bancables, ni microcrédit, pour lesquels nous avons créé une structure dédiée qui s'appelle Temouil Fillah, qui fonctionne comme banque de l'agrégé dans le cadre du plan Maroc Vert, et également dans le cadre des programmes spécifiques du plan Maroc Vert, comme une banque d'appoint qui vient conforter et compléter le dispositif des programmes de l'État. Et donc, il n'y a plus de crise de remboursement parce que nous avons contourné le problème en customisant, en donnant une solution adéquate pour chaque type de problématique. Ça ne veut pas dire que nous avons éradiqué le problème, mais ça veut dire simplement que l'approche est beaucoup plus rationnelle. Pour moi, c'est deux notions qui se télescopent uniquement comment dire, par le plaisir d'entendre des mots qui vont bien ensemble. En réalité, la microfinance a existé depuis de très très nombreuses années, donc elle n'est pas ni née de printemps arabe, ni mise en difficulté par le printemps arabe. Je tiens à préciser ça. La microfinance, c'est la lutte contre l'exclusion financière, c'est l'inclusion, c'est la lutte contre la pauvreté. Alors nous avons nos difficultés, c'est pas facile, il y a des problématiques à résoudre, il y a un certain nombre de facilitations à donner à nos clients, il faut qu'on soit plus didactique, expliquer à nos clients que nous sommes là pour eux, que c'est un acte militant, que c'est un acte positif, et donc en aucun cas il ne vient en contradiction avec un quelconque mouvement revendicatif, que ce soit aujourd'hui le printemps arabe, ou hier les mouvements revendicatifs de liberté locale, de démocratie, tout ça, ça participe de la même construction du Maroc nouveau. Et honnêtement, le microcrédit, qui n'est pas la solution miracle, qui est une solution parmi d'autres, est un soutien, une aide, un allié. Et il faut le prendre comme tel. S'il y a des choses à changer, on les change ensemble. S'il y a des amendements à faire, on les amende ensemble. Mais il ne faut jamais confondre l'allié, même s'il a des problèmes, avec celui qui n'est pas l'allié. Le microcrédit est l'allié. La stabilisation financière, c'est spécifiquement pour comment dire, spécifiquement pour Temouil Fillah. Dans Temouil Fillah, la problématique était que nous allons entrer dans des programmes d'État
Donc, quand on analyse de dire comment un programme d'État peut échouer, c'est quand même assez difficile, puisque c'est l'État qui met ses moyens. Comment un programme d'État peut échouer? Et partant, comment est-ce qu'un client qui est dans un programme d'État peut se retrouver dans une situation où il ne rembourse pas? D'accord? Donc, nous avons analysé en profondeur ce qui pouvait se passer, et nous avons déterminé que l'échec ne pouvait provenir soit d'une mauvaise foi absolue du bénéficiaire, auquel cas il se prive et des crédits de la banque, mais également du programme d'État. D'accord? Soit d'une accumulation de mauvais événements climatiques notamment, par exemple une sécheresse qui s'accumule, et qui à ce moment-là peut venir frapper à un moment donné le programme d'État, mais comme l'État a la particularité de la pérennité et du temps, nous avons estimé que l'État n'abandonnerait pas ce programme, surmonterait la difficulté climatique sur les 1 ou 2 ans et reviendrait à la charge après. Et donc le fonds de stabilisation prudentielle, c'est un fonds qui est donc alimenté au fur et à mesure des programmes, qui détermine les conditions spécifiques de provisionnement qu'on va mettre en place pour couvrir le risque assez minime de mauvaise volonté, de mauvaise foi, bon, ça il faut le couvrir, mais qui nous donne aussi la provision à constituer pour être en règle avec les normes prudentielles, pouvoir traverser les 1 ou 2 années d'impayés éventuels, et puis ensuite repartir du bon pied dans le cadre du programme de l'État. À ce moment-là, quand on jugera que c'est bon, on reprendra la provision, on l'affectera ailleurs. Donc si vous voulez, en temps normal, si vous n'aviez pas ça, normalement il faudrait provisionner, interrompre la relation, d'accord, et passer au contentieux. Notre idée, c'est de ne pas interrompre la relation. Et si vous me permettez, je vais vous dire une chose, j'aurais dû dire à vos collègues, le monde rural a beaucoup de difficultés avec la crise que vous dites, des remboursements que nous contournons, nous trouvons les solutions, etc. Mais il y a une chose que tout le monde oublie. Entre ce qu'on pourrait assimiler à une petite PME rurale, c'est-à-dire un lopin de terre de 10 hectares, et une PME industrielle. En cas de pépin industriel, la PME, c'est-à-dire tout d'un coup elle a perdu ses marchés, ou bien il y a une nouvelle règle qui fait que, ou bien elle a eu un impayé par surprise, la PME industrielle meurt en général. C'est-à-dire que l'outil est vendu aux enchères, ou bien il reste en plan et il rouille, le fonds de commerce est dispersé, le social vient, récupère le peu de qui reste, et c'est la fin. La terre ne meurt jamais. Et donc, en fait, c'est le miracle de la ruralité, c'est que vous pouvez très bien avoir un agriculteur qui est en difficulté à cause de la sécheresse, pour peu qu'il reste sur sa terre, qu'il réussisse à subsister par les moyens du bord, et que 2 ans plus tard, il y ait une bonne année, la terre, elle reprend, et l'outil c'est la terre, et l'outil ne disparaît pas. Et donc, le même agriculteur, on l'a vu à maintes reprises, il renaît de ses cendres, il redémarre et peut redevenir, alors a fortiori s'il rentre dans un programme gouvernemental de reconversion des sols, d'arboriculture, d'oliviers, de plantes médicinales, etc. Enfin, tous les programmes porteurs actuellement, la terre ne meurt pas, elle peut être régénérée à tout moment. Et c'est pour ça que, quelque part, c'est plus difficile que de travailler dans le commerce ou l'industrie, mais les chances de se rattraper sont quand même plus importantes parce qu'à tout moment, la terre peut redémarrer. Sauf évidemment, le pire des cas, c'est l'exode rural ou l'abandon de la terre par son... C'est pour ça que personne ne doit jamais abandonner sa terre.